Bienvenue à cette exploration de vos sources. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits de la revue française Planète, le numéro 18. Oui, une revue assez emblématique des années 60, fondée par Louis Pauwels et Jacques Bergier. Exactement. Connu pour son approche, disons, éclectique. Science, philo, un peu d'ésotérisme aussi. La couverture déjà, ce masque chinois d'acupuncture, ça annonce la couleur. Tout à fait. Et l'idée ici, c'est vraiment d'analyser le cœur du débat qu'ils mettent en scène dans ce numéro. C'est-à-dire? Cette tension permanente entre, d'un côté, la foi dans le progrès, la science, tout ça, et de l'autre, l'attachement aux traditions, à une certaine sagesse ancienne. Ah oui, c'est très clair avec les deux éditos qui s'opposent. Powell qui dit « Nous croyons au progrès » et Jean Servier, l'ethnologue, qui répond « Je ne crois pas au progrès », carrément face à face. C'est ça. Et Planète, en fait, cherchait ça. Ce dialogue, cette confrontation, ils appelaient ça une connaissance, je crois. Intéressant comme terme. Alors, comment ça se présente ce débat? Powell d'abord, quelle est sa vision exactement? Alors Pauwels, lui, il incarne vraiment l'optimisme moderniste. Il croit en l'évolution, en la science comme moteur, il parle même d'un sacré moderne. Un sacré moderne, c'est-à-dire? Il pense qu'on peut trouver une nouvelle forme de spiritualité ou de sens dans la modernité, pas en la rejetant. Il cite Teilhard de Chardin, par exemple. Le prêtre paléontologue? Oui, Oui. voilà. Mais attention, il ne rejette pas tout le passé. Il dit aimer le Parthénon et la Caravelle. C'est plus une idée de dépassement, de réconcilier le visible et l'invisible via le moderne. D'accord, une intégration par le nouveau, en quelque sorte. C'est assez nuancé finalement. Et Servière alors? Sa réponse elle est comment? J'imagine que c'est plus tranché. Ah oui, c'est radicalement différent. Pour Servier, le monde moderne, c'est un peu comme un exil spirituel. Il affirme sans détour la supériorité des savoirs traditionnels, ceux qui sont tournés vers l'invisible, le sacré. Il critique l'Occident donc. Carrément. L'orgueil occidental, l'idée d'évolution linéaire. Pour lui, c'est une illusion qui mène à l'abîme. Il prend l'exemple de la cosmologie des Esquimaux igluliques sur l'Arme pour montrer la profondeur qu'on aurait perdue. Et cette phrase sur le bazar de l'hôtel de ville, elle a ça? C'est fort comme image pour questionner nos valeurs. Exactement. Qu'est-ce qui est vraiment supérieur? La richesse matérielle ou la richesse spirituelle? Il pointe aussi l'universalité de symboles comme le rhombe dans les initiations pour suggérer une source commune, ancienne. Et Pouvel, son publiant servituel, il cherchait quoi? Juste à montrer l'opposition? Pas seulement. Il disait que c'était utile pour garder un lien avec ce passé vivant, pour éviter que la tradition ne devienne lettre morte et pour justement questionner le présent. D'accord. Donc au-delà de ce débat central, le numéro part un peu dans toutes les directions, non? C'est ça l'esprit planète. C'est tout à fait ça, une vraie exploration de l'inconnu de l'époque. On trouve par exemple un long article sur la parapsychologie. Ah oui? Avec des exemples concrets? Oui, le cas d'une Italienne, Pasqualina Pezzola, une paysanne apparemment capable de clairvoyance médicale à distance, de voir des maladies. L'article cite même Charles Richet, un scientifique, qui évoque une possible nouvelle étape de l'évolution humaine. Quand même. C'est assez audacieux de mettre ça à côté d'autres sujets. Oui, et juste après, on peut trouver un dossier sur le soufisme, la mystique musulmane, Rumi, l'amour divin, mais aussi la pensée d'Iqbal, qui voulait, lui, concilier technique moderne et Coran. Et paf, on bascule vers la science-fiction. Exactement. Un débat sur la sexualité future, Heinlein, Asimov. Il parle contrôle des naissances, eugénisme volontaire, des questions qui résonnent encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est clair. Et il y a aussi des trucs plus mathématiques. Oui, le mystère des nombres, la loi de Bode sur les planètes, des coïncidences troublantes en physique, et même un article sur les essais de communication avec les dauphins, avec un appareil appelé Septron. C'est fou ce mélange. Du très spéculatif au très concret, comme les problèmes de société qu'ils abordent aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Par exemple, la migration des cerveaux. Un sujet déjà brûlant à l'époque, avec son coût économique, les raisons de cette fuite. La recherche, la bureaucratie. Voilà, il y a aussi une critique assez vive de l'enseignement accusé de brider l'imagination des enfants. Et puis, un gros dossier sur la démographie. La surpopulation. Oui, avec Gaston Boutoul. Il la présente comme le problème prioritaire, avant même l'économie. Une analyse assez poussée, historique même. Donc cet assemblage hétéroclite, c'était vraiment ça, leur marque de fabrique. Mettre en tension pour faire réfléchir. C'est l'idée de co-connaissance, oui. Provoquer le questionnement en confrontant les points de vue, même les plus opposés. Aller au-delà de la simple tolérance, comme disait Powell. Chercher à se libérer de nos conditionnements. Et le but final, c'était quoi? Une synthèse? Peut-être pas une synthèse unique, mais plutôt relier l'ancien et le moderne, mais en approfondissant le présent.
pas en retournant en arrière. Trouver les ponts. En résumé, ce numéro de Planète, c'est un instantané d'une époque qui cherche du sens un peu partout, entre la science triomphante et des sagesses qu'on redécouvre. Une effervescence intellectuelle. C'est exactement ça, et ça nous laisse peut-être avec une question pour nous aujourd'hui. Oui, Comprendre ce mélange de rationalité, d'intuition, de spéculation, comment chacun peut, à son niveau, essayer de tisser des liens entre tout ça, entre le logique et le peut-être moins logique dans sa propre quête de connaissance.